Que se passerait-il si on lâchait sur une petite planète terraformée quasiment uniquement des canaris? Que se passerait-il si on laissait cette seule espèce évoluer dans des dizaines de niches écologiques différentes, sans aucune intervention, et en leur laissant quelques centaines de millions d'années pour évoluer? Qu'est-ce que ces canaris deviendraient? Voilà l'expérience que propose Serena, aussi appelée Serena, une histoire naturelle du monde des oiseaux, un site internet qui propose la lecture d'un projet d'évolution spéculative uniquement en texte et en dessin. Mais vous et moi, nous allons explorer l'endroit un poil différemment. Avant de nous y mettre, permettez-moi de vous présenter le partenaire éducatif de cette vidéo, Duolingo. Langue, mathématiques, musique, voilà ce que vous allez pouvoir y apprendre de manière ludique et parfaitement gratuite. Avec Duolingo, vous avez accès à plus de 100 cours dans 41 langues, l'anglais, l'italien, le latin, le zoulou, autant vous dire que vous avez de quoi faire, et ce de manière divertissante. Apprendre avec Duolingo, c'est apprendre en jouant. Vous avez accès à des quêtes, à des défis, des ligues, des classements, chaque leçon est une étape de votre aventure, une étape ludique et courte. Duolingo s'assure que, où que vous soyez et quel que soit le temps dont vous disposez, vous puissiez apprendre. Quand vous avez 5 minutes à tuer, dans le métro, dans le canapé, en salle d'attente, hop, on sort le téléphone, on franchit une étape et on passe à autre chose. L'objectif c'est de progresser, en anglais par exemple jusqu'au niveau B2, en vous amusant, à votre rythme, un pas après l'autre, quel que soit l'objectif. Un voyage, un examen, une envie de s'ouvrir à une autre culture, et maintenant même de s'ouvrir à plus. Après les langues, Duolingo permet désormais l'apprentissage de la musique et des mathématiques. Entraîner son oreille, lire une partition, apprendre ou réapprendre à calculer, tout ça c'est gratuit et dans votre poche. Si vous êtes intéressé, je vous invite à faire un tour dans la description, vous y trouverez de quoi commencer votre aventure. Ceci étant dit, retour à la nôtre. Voilà, Serena. Son adresse cosmique nous est inconnue, on n'est même pas certain qu'elle se situe dans notre galaxie. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'initialement Serena c'est une lune. Plus précisément, c'est la lune d'une planète géante gazeuse dans la zone habitable d'un système stellaire lointain, une lune qui fait les 2/3 de la taille de notre Terre. Un beau jour, une entité dont nous ignorons tout et que j'appellerai l'autre, entreprend de terraformer cette lune de manière à lui donner des caractéristiques similaires à celles de notre Terre à nous. L'objectif, c'est que cette lune initialement stérile puisse, à terme, accueillir de la vie. Pour cela, l'autre entreprend la formation d'une atmosphère similaire à la nôtre, il stabilise la rotation de la lune et l'incline légèrement de manière à reproduire les saisons et le cycle jour-nuit que nous connaissons bien. Les terres de Serena forment au début un supercontinent unique appelé Sirius, en forme d'arc reliant 5 grandes masses terrestres par des isthmes étroits. C'est astucieusement pensé de la part de l'autre puisque ce pont continental va permettre à la faune et à la flore introduite de se disperser partout sans barrière océanique. À l'établissement de la biosphère, le climat de Serena est chaud et humide, l'atmosphère est riche en oxygène et entretient un climat tropical généralisé d'environ 16 degrés de moyenne. Aucune calotte glaciaire n'existe, seules les extrémités polaires connaissent un froid hivernal modéré, le reste du globe étant un vrai jardin d'Éden tropical, favorable à la vie. Une fois la chose faite, l'autre y introduit, justement, de la vie, en petite quantité, mais des formes de vie ayant déjà subi des millions d'années d'évolution. Il y a introduit des poissons, des crustacés, des méduses, il y a introduit des plantes, de l'herbe, des céréales, du bambou, des fleurs, des algues, de la mousse. Il y a introduit des micro-organismes, des insectes, des mollusques, des vers, des fourmis, bref, de quoi faire tourner l'écosystème de Serena. Une fois la chose faite, une fois la machine lancée, l'autre peut, enfin, y introduire ce pourquoi l'expérience est vraiment organisée, la seule espèce vertébrée terrestre de Serena, le Serinus canaria, autrement appelé canari. Voilà notre protagoniste, sans aucune compétition interespèce. Aucun mammifère, aucun reptile, aucun amphibien n'a été introduit, Serena est désormais un monde d'oiseaux livrés à eux-mêmes. Ok, il se passe quoi maintenant? Eh ben, ça mange. Et ça se reproduit, en masse. Mais ouais, les canaris ont une quantité quasiment illimitée de nourriture et aucun prédateur, forcément les choses vont vite. Ils se nourrissent de graines, de jeunes pousses de plantes, et chaque couple de canaris peut produire plus de 15 oisillons par an. Ok, schéma. Un canari mâle, un canari femelle. Dans le corps de l'un et de l'autre, il y a de l'ADN. En gros, c'est la recette génétique de chacun. Quand le mâle crée un spermatozoïde, la moitié de sa recette génétique à lui est copiée à l'intérieur. Quand la femelle crée un ovule, la moitié de sa recette génétique à elle est copiée à l'intérieur. Et quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, ils fusionnent et forment un nouvel être avec un mélange unique des recettes des deux parents. Avec nos canaris, on a des parents très similaires, qui font fusionner des recettes très similaires, et on se retrouve donc avec des bébés canaris très similaires. La recette ne bouge pas beaucoup. Bon.
Mais on va avancer un peu, et je vous préviens, ici, avancer un peu, c'est avancer beaucoup. Pour preuve, notre premier saut dans le temps dure 10 000 ans. Après plus de 7000 générations, les Canaries se répandent lentement sur les 5 grandes masses de Terre. Et malgré le peu de temps passé, on peut déjà voir apparaître des différences notables entre certains canaris. Sur les plaines d'Antsika, on trouve de grands canaris aux plumes grises et blanches, solitaires, assez grands pour briser l'enveloppe de graines de tournesol de la taille d'amande. On trouve de petits canaris rouges qui se rassemblent en groupe pour picorer de jeunes pousses. Dans un monde sans arbres et sans buissons comme l'est Serena après 10 000 ans, la plupart des canaris construisent leur nid à même le sol, comme cette femelle qui rentre à la maison après des heures de recherche de nourriture. Le problème, c'est qu'en arrivant devant son nid, elle retrouve ses œufs détruits, coquilles, brisés. À quelques mètres de là, on trouve, discret, un canari qui observe la scène. L'un de ses ancêtres, plutôt que de courir et de chasser des insectes, a mieux survécu en allant simplement manger les œufs des autres, non protégés à même le sol. Ça a fonctionné, les gènes se sont transmis, quelques dizaines ou centaines d'années sont passées, et voilà, on a une population de canaris spécialisés, des canaris mangeurs d'œufs. Déjà, Serena perd son innocence. Les canaris ne sont plus tout à fait en sécurité. Mais, danger mis de côté, comment toutes ces différences sont possibles ? Pourquoi 7000 générations après avoir introduit une seule espèce de canari, qui se transmet la même recette en boucle, on trouve autant de diversité ? Ça, c'est l'évolution, à savoir le processus par lequel les espèces vivantes se transforment et se diversifient au fil des générations. Et c'est l'occasion pour moi de dépoussiérer le concept. Quand j'entends parler d'évolution aujourd'hui, déjà soit on la remet complètement en question, soit j'ai presque l'impression qu'on me présente une créature consciente, une sorte de petit dieu, comme si Mère Nature prenait forme et en fonction des environnements et des événements, décidait de modeler une créature de telle ou telle façon. C'est vraiment comme ça qu'on en parle, comme d'une force intelligente. C'est tout le contraire. Déjà, l'évolution, c'est pas une entité dotée de conscience, c'est un processus complètement aveugle, affreusement lent et fondamentalement chaotique. Et c'est tout aussi magnifique. Retour à notre couple. Si les canaris se transmettaient en boucle des gènes dont les versions étaient identiques, même en piochant au hasard dans leurs réserves, il n'y aurait pas de changement. Nos canaris jaunes de 11 cm et de 15 grammes resteraient des canaris jaunes de 11 cm et de 15 grammes. Non, ce pourquoi l'évolution fonctionne comme elle fonctionne, c'est l'erreur. La mutation. En gros, dans le code, quelque chose dysfonctionne. Il y a une modification aléatoire de l'ADN d'un canari. La recette a changé de manière complètement inattendue. Ces erreurs de code, ces mutations, elles peuvent se produire pour plusieurs raisons. Soit des facteurs externes, comme des virus ou des rayons de soleil, soit pendant la copie de l'ADN, quand les cellules se divisent et qu'elles doivent copier leur ADN pour le transmettre aux nouvelles cellules, soit, enfin, quand les spermatozoïdes et les ovules se forment. Quand ils sont fabriqués, que l'ADN est brassé et recombiné, parfois, il y a une erreur. Une mutation apparaît et peut être transmise à l'enfant. Voilà comment de nouveaux traits apparaissent. Voilà pourquoi l'évolution est possible. L'erreur. Un membre plus court, des ailes plus larges, une couleur différente, ça peut être n'importe quoi. Ceci dit, mettons que ça arrive au bébé de notre couple. Il y a eu une mutation, et lui, il est né avec un bec anormalement long. Ah, intéressant. Mais s'il est le seul à être né avec cette mutation et que les milliers d'autres canaris gardent tous leur petit bec, il n'y a aucune raison que le long bec de notre bébé se répande. Aucune raison qu'une autre race de canaris à long bec se développe. Mais c'est là toute la beauté de l'évolution et de l'une de ses branches cruelles et merveilleuses, la sélection naturelle. C'est la réalité du terrain qui va décider, c'est l'environnement et les individus alentours. La plupart du temps quand il y a mutation, elle est soit neutre, soit désavantageuse. Il est assez peu probable que l'arrivée d'un trait aléatoire soit favorable à un oiseau dans un environnement donné. Notre bébé par exemple, avec son long bec, il pourrait ne pas être capable de picorer ce que ses parents picoraient. Dans ce cas-là, il meurt et ses gènes ne sont transmis à personne. Mais parfois, la mutation est avantageuse. Dans un autre environnement par exemple, notre bébé avec son long bec, il pourrait devenir capable d'aller fouiller des fourmilières et de becqueter des insectes qui auraient normalement dû être en sécurité. En ce cas, le bébé survit, il se reproduit et ses gènes se transmettent. Et plus ses descendants se débrouillent bien avec leur long bec, plus ils se reproduiront et plus ils seront nombreux. Et au bout d'un grand nombre de générations, on voit apparaître une nouvelle espèce, les canaris à long bec, spécialisés dans la chasse aux insectes. D'ailleurs, rapidement, juste avant de retourner à nos canaris, qu'est-ce qu'une espèce et qu'est-ce qu'une race ? Une espèce, ça regroupe des animaux souvent différents, mais toujours capables de se reproduire. Donc, si deux individus, même visiblement très différents, peuvent se reproduire et que leurs enfants peuvent se reproduire, ils appartiennent à la même espèce. Une race, c'est un concept un poil plus controversé, mais sur le papier, c'est un peu comme si une espèce était en train de se séparer en deux, mais pas totalement. C'est généralement pas une classification biologique officielle, mais c'est plutôt une distinction au sein d'une population. Bon, voilà comment les choses avancent. Pas de projet de Mère Nature, pas de sélection artistique, pas de grands dessins, simplement du désordre et du temps. Voilà l'évolution.
15 millions d'années après le lancement de l'expérience, le long de l'équateur, au centre de l'océan, se trouvent les îles Kiran. Des îles sur lesquelles vivent notamment l'une des plus grandes espèces d'oiseaux de Serina, les trapus. Ces oiseaux sont très grands et très gros. Leurs ailes sont atrophiées, complètement inutiles, et ces deux traits, très grands et ailes atrophiées, ne sont pas étonnants étant déjà étudiés en biologie. Voler quand on est un oiseau, ça a un sacré coût énergétique. Donc, si notre oiseau vit dans une zone dans laquelle ne se trouve aucune menace qui nécessiterait de fuir rapidement, la sélection naturelle peut favoriser la réduction ou la perte du vol, ce qui peut permettre à ces oiseaux de consacrer plus d'énergie à d'autres traits adaptatifs comme la croissance corporelle, la ponte d'œufs plus gros, etc. Et sur Kiran, les trapus n'ont pas de prédateurs, donc pas besoin de fuir rapidement, donc disparition progressive des ailes et proportions massives, jusqu'à 3 mètres de haut et 400 kg. Ils bougent lentement, ce qui ne pose aucun problème, personne ne les chasse, ils peuvent se contenter de manger ce qu'ils trouvent, des pousses, des noix, des feuilles. Beaucoup de feuilles, ce qui provoque un cycle intéressant. Les trapus, au fil des millénaires, deviennent de plus en plus grands pour atteindre les feuilles en hauteur, et les arbres, de leur côté, deviennent de plus en plus grands pour échapper à l'appétit des géants. Ils se tirent littéralement vers le haut. Ceci dit, il y a bel et bien un danger pour ces grands oiseaux. Ou plutôt, il y a un danger pour leurs petits. Quand ils sortent de l'œuf, ils sont complètement vulnérables. Le père n'est jamais là, il passe son temps à manger. La mère, en revanche, reste avec eux pour les protéger et les nourrir, restant généralement plusieurs jours à côté d'eux, dédiée tout entière à ses enfants. Mais au bout d'un moment, la mère doit partir pour se nourrir. Et très vite, en voyant l'immense silhouette de la génitrice s'éloigner de son nid, s'approche, lentement, une horde de créatures bleues aux reflets roses, cliquetantes et agitant leurs pinces, des bernards l'ermite terrestres, qui n'attendaient qu'une chose depuis des jours, que les petits soient seuls. Immédiatement, les bernards l'ermite avancent et prennent le nid d'assaut. Les petits se rassemblent, forment un bloc, essayent de se positionner le plus au centre possible pour éviter les coups de pince, et s'ils y arrivent un moment, au bout d'un certain temps, les bernards l'ermite arrivent à attraper une patte ou une aile et à tirer l'oisillon le plus faible pour le dévorer entièrement. Les petits trapus, nés nombreux pour compenser les pertes, ont 85% de chances de mourir lors de leurs 3 premières semaines d'existence. Ils grossissent rapidement, mais tant qu'ils ne sont pas adultes, ils vivent l'enfer. Ils deviennent très lourds, sur le papier assez gros pour se défendre, mais en pratique incapables de se déplacer avant quelques semaines encore. Pour ces petits-là, c'est encore plus dur que pour ceux qui sont morts plus tôt, parce que quand les bernards l'ermite arrivent, ils sont obligés de se laisser grignoter vivants, un petit bout de chair par-ci, une aile par-là, parfois pendant des jours. Enfin, finalement, lorsqu'ils grandissent suffisamment et qu'ils sont capables de se déplacer malgré leur poids, ils peuvent se mettre à l'abri. Les mâles vont pouvoir passer leur vie à manger, les femelles à voir la majorité de leurs petits disparaître. C'est la vie, en tout cas sur les îles Kiran. Ailleurs, et quelques 40 millions d'années plus tard, on trouve une relation interespèce beaucoup plus douce. Voilà un pinson. C'est pas forcément aussi excitant que le reste, mais ça c'est pas le boulot de l'évolution. Notre pinson traîne dans une prairie, à la recherche de nourriture, ici des graines et des céréales. Mais la chasse n'est pas particulièrement bonne. Aujourd'hui, notre pinson a du mal à trouver ce qu'il cherche. Ceci dit, après quelque temps, il entend quelque chose. Voilà un échassier de Serina. Comme le trapu à son époque, c'est lui aussi un oiseau géant herbivore. Enfin là on grimpe encore d'un niveau, puisque l'échassier est capable d'atteindre 12 mètres de haut et de peser plusieurs tonnes. Sa taille le protège de la plupart des prédateurs, c'est souvent pour ça d'ailleurs que certains animaux deviennent si gros, ce qui lui permet de manger en paix. Enfin, en paix, oui et non. Certains échassiers ont de très petites plumes emmêlées qui forment une sorte de fourrure. Une fourrure qui se trouve être l'habitat privilégié de petits insectes, ce qui embête forcément les géants incapables de s'en débarrasser. Mais ils ne sont pas seuls, ils ont des compagnons d'une autre espèce que vous connaissez en fait déjà, des pinsons insectivores. Ces petits oiseaux, beaucoup plus semblables au canari original, s'installent régulièrement sur les corps gigantesques des échassiers et picorent les insectes qui leur passent sous le bec. Le corps de l'échassier est devenu une sorte d'écosystème miniature. Son sang nourrit les insectes qui sont dévorés par les petits prédateurs que sont les pinsons, qui maintiennent un environnement viable. Cette relation entre l'échassier et les pinsons est ce qu'on appelle une relation mutualiste.
Une interaction directe entre deux espèces qui ne leur est pas absolument nécessaire, mais qui leur est mutuellement bénéfique malgré tout. Les pinsons ont de quoi manger, et les échassiers sont débarrassés des insectes qui peuplent leurs plumes. Parfois, le duo se permet des explorations dans les forêts de bambou, dans lesquelles l'échassier peut manger du bambou, et les pinsons peuvent manger les fourmis qui grimpent sur l'échassier pour protéger leur habitat. C'est une jolie relation. Après 50 millions d'années, les oiseaux ont investi les océans. Tous les océans de Serena. Il peut paraître curieux de voir des animaux passer, même progressivement, d'un environnement terrestre à un environnement entièrement aquatique, radicalement différent. Mais c'est plus ou moins exactement toujours pour la même raison, la nourriture. Certaines créatures terrestres trouvent parfois de la nourriture dans une rivière ou en bord de mer, et pour certaines d'entre elles qui passent de plus en plus de temps dans l'eau à chercher et à trouver de la nourriture, la sélection naturelle va faire son boulot et leur permettre d'y rester un peu plus longtemps, et encore plus longtemps, et toujours plus longtemps, jusqu'à, à terme, après des millions d'années d'évolution, pouvoir y rester en permanence. Ça prend du temps, forcément, mais sur Serena, la ressource est abondante. Au nord, on trouve l'espèce des baleines-oiseaux. De grosses créatures, au nom pas franchement inspiré. Dans l'océan, vous l'avez peut-être déjà remarqué, le gigantisme est plus commun que sur la terre ferme. La poussée d'Archimède leur fait moins subir la gravité, l'absence de saison marquée dans l'océan permet une alimentation continue tout au long de l'année, le déplacement est aussi plus efficace dans l'eau, donc il est moins vorace en énergie, et en plus de ça, les grands corps ont un avantage thermique, ils sont moins sensibles au froid. Bref, plein de raisons qui font que certains animaux aquatiques deviennent géants, comme nos baleines-oiseaux. Ces animaux se nourrissent de poissons, de plancton et d'autres invertébrés marins. Leurs ailes ont évolué de manière à servir de nageoires. Leurs corps sont presque totalement dépourvus de plumes, recouverts d'une police, et ils se maintiennent au chaud grâce à une épaisse couche de graisse isolante. Les baleines-oiseaux ont développé ce qu'on appelle des pseudodents, des excroissances osseuses ressemblant à des dents leur servant à retenir leur proie, et des structures ciliées sur la langue leur permettant de filtrer le plancton. Et tous ces traits ne sont pas uniques aux baleines-oiseaux. Quelques dizaines de millions d'années plus tard, on trouve dans les océans le snark géant, dont le clade est issu de mollusques gastéropodes ayant radicalement convergé vers une forme de poisson-raie. Comme le baleine-oiseau, il possède de grandes nageoires et une bouche large avec des structures filtrantes pour capturer le plancton. À la même époque, on trouve aussi la baleine râteau, qui, elle, a évolué à partir d'un des poissons initialement amenés sur Serena. Cette créature a développé une méthode d'alimentation par fouissage-filtration, en raclant le fond marin, en aspirant l'eau, puis en la recrachant tout en filtrant et en gardant les organismes qui y étaient cachés. C'est rigolo, non? Qu'on ait des organismes issus d'oiseaux, de mollusques et de poissons qui se sont développés de manière similaire. Et c'est pas une coïncidence, c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive, quand des animaux différents sont placés face à des pressions sélectives qui les font évoluer de manière similaire. Par exemple ici nos oiseaux, nos mollusques et nos poissons, ils ont tous été placés face à des pressions sélectives similaires. L'abondance de plancton dans les mers polaires, la nécessité d'une propulsion efficace en milieu aquatique, etc. Pour les planctons, nos animaux ont tous développé à leur manière un système de filtration pour les piéger. Pour la propulsion, ils ont développé des nageoires à partir de membres différents. Pour les oiseaux à partir de leurs ailes, les mollusques à partir de leurs pieds, les poissons à partir de leurs nageoires. Des espèces radicalement différentes, placées face à des contraintes similaires, se développeront de manière similaire. C'est la beauté de l'évolution. « 100 millions d'années plus tard, il fait bon. En tout cas, il fait bon dans les forêts tempérées de Serena. Dans son terrier, une petite créature, bien au chaud, elle a faim, mais ça n'intéresse personne. Plus haut, dans les arbres, c'est une toute autre histoire. Ce moineau-mouette s'occupe de son nouveau-né depuis quelque temps. Mais lui qui vient de rentrer à la maison pour le nourrir, il n'y voit plus son petit. Ça arrive de temps en temps, certains oisillons dégringolent, ils tombent du nid ou des branches sur lesquelles ils étaient maladroitement perchés, et les parents, pour les retrouver, ils fonctionnent à l'ouïe. C'est le cas de cette femelle. En entendant un pépiment familier en bas, elle se précipite au sol et largue un verre dans la gueule grande ouverte de son enfant. Sauf que c'est pas son enfant. La créature qu'elle vient de nourrir, sans le savoir, c'est un gobelin des nids. Une créature grisâtre, aux longues oreilles, aux doigts crochus, au museau pointu, la gueule pleine de dents acérées, dont le destin est intrinsèquement lié à celui du moineau-mouette.
Quelques minutes plus tôt, quand il a entendu un oisillon tomber du nid piailler pour appeler ses parents, le gobelin est lentement sorti de son nid, s'est rué vers la source de l'appel et a dévoré le petit. Une fois la chose faite, il a commencé à imiter les cris de l'enfant dont il a fait son repas, mais beaucoup plus fort pour que son cri à lui couvre celui de potentiels autres oisillons. La mère moineau-mouette, paniquée, accourt et dépose dans la bouche un peu trop grande du gobelin la nourriture qu'elle pense apporter à son petit. Elle nourrit, sans le savoir, l'assassin de son enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle du parasitisme aviaire, c'est le fait de tromper d'autres oiseaux pour se faire nourrir. Une composante de ce parasitisme, c'est le mimétisme, l'imitation des signaux visuels et sonores des bébés oiseaux qu'ils parasitent. Cris de mendicité, marques colorées à l'intérieur du bec, battements d'ailes implorants, etc. Ce que ça développe, c'est une sorte de course aux armements évolutive entre gobelins et moineaux. Chaque ajustement chez l'un entraîne une contre-mesure chez l'autre, dans une escalade adaptative au fil des générations. Les moineaux développent par sélection naturelle des défenses, ce qui favorise chez le parasite l'émergence de nouvelles ruses. De cette manière, le gobelin et les moineaux évoluent depuis des millions d'années dans une sorte d'équilibre dynamique. Et encore une fois, ces comportements en apparence calculés ne sont en réalité que la succession d'étapes façonnées par le temps et la sélection. Aucune adaptation n'est consciente, elle est simplement le résultat d'une mutation et du travail de la sélection naturelle. Saleté. Tout au sud du continent le plus au sud de Serena, Stevlandia, il fait frais. L'air est sec, l'herbe éparse et recouverte d'une fine couche de givre qui craque sans résistance au toucher. Surtout le toucher du Sérine tirant le Goliath. Là, plus ou moins n'importe quoi craquerait. 2 tonnes, 9 mètres de haut. Le Goliath est un super prédateur, donc un prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. L'absence de prédateurs sur Serena a permis aux canaris de remplir cette niche des super prédateurs, comme toutes les autres d'ailleurs. Son cri dissuaderait n'importe quel autre animal d'approcher de son territoire. Et pour le Goliath, c'est l'objectif. Parce que, non loin de lui, se trouve sa compagne, enceinte, occupée à une tâche essentielle. Dans le sud de Stevlandia, le temps est froid, voire très froid, et si les œufs du tyran ont besoin de chaleur, ils ne peuvent pas être couverts ni par la mère, ni par le père, dont les corps trop obscènement massifs risqueraient de les écraser. Mais ils ont trouvé une solution. La région est volcanique, et les sources chaudes sont monnaie courante. Et si la femelle tyran ne va pas pondre ses œufs dans l'eau, elle peut en revanche les enfouir sous une couche de terre chauffée par la chaleur géothermique. Et les laisser dormir. Pour la première fois, je vais me permettre de revenir en arrière de quelques dizaines de millions d'années. Je casse la règle, mais c'est vous dire l'importance de la prochaine espèce que je veux vous présenter. Nous sommes au sud de l'équateur, dans une forêt tropicale dense, humide et riche en vie. Parmi ces formes de vie, celle qui nous intéresse est perchée dans un arbre. C'est un oiseau, le membre d'une espèce toute neuve, jeune de 4000 ans seulement, une phrase qui vous aurait sûrement arraché un sourire en début de vidéo, mais après 175 millions d'années, j'imagine que vous commencez à vous habituer. Cet oiseau est le geais bavard à queue fourchue. Après les individus que nous avons rencontrés, celui-ci ne paraît pas bien intéressant. Un oiseau aux dimensions et aux couleurs presque ennuyeuses. Il semble à peine avoir évolué. Mais l'intérêt que j'y trouve est ailleurs. Son nom, Locax philosophus, le penseur bavard. Le cerveau de ce geais pèse seulement 14 grammes, extrêmement léger donc, un cerveau enfermé dans une boîte crânienne qui ne peut pas devenir trop lourde au risque d'empêcher l'oiseau de voler correctement. Alors plutôt que de faire plus gros, l'évolution a fait plus efficace, comme souvent avec ce genre d'oiseau, en optimisant autant que faire se peut la densité neuronale et l'organisation de l'encéphale. Ce qui permet à ce cerveau, qui ne représente en masse qu'un centième d'une autre, de fonctionner de manière similaire à celui de l'humain. Cet oiseau est très intelligent, autant qu'un humain. Il en est même arrivé à avoir conscience de lui-même. Et si vous voulez savoir comment on passe d'atomes inertes à une entité capable d'avoir conscience d'elle-même, faites-le moi savoir et je vous en ferai un épisode dédié. Notre oiseau, lui, est attelé à des considérations autrement plus dramatiques. Il est conscient de lui-même, certes,
mais il est surtout conscient d'être le dernier membre de son espèce. Parce que cette forêt n'a pas toujours été une forêt. Autrefois, on appelait cet endroit le désert de l'ombre des pluies, une vaste étendue sèche située sur la face abritée des montagnes d'une ancienne ceinture tropicale de Serena. Ce désert de l'ombre des pluies tire son nom du phénomène météorologique qui l'a formé. Les montagnes environnantes bloquent les nuages chargés d'humidité, ce qui prive la région de précipitations abondantes. Résultat, un environnement semi-aride où les saisons sont marquées par des contrastes extrêmes entre périodes de relative abondance et longues phases de sécheresse. Mais les temps ont changé. Et là où ne se dressaient autrefois que quelques arbres rabougris, secs et fendus, plantés dans une terre aride, sortent de terre depuis quelque temps des arbres immenses, bordés d'une végétation luxuriante, chaude et humide. Les changements climatiques drastiques de la région ont bouleversé l'écosystème du désert de l'ombre des pluies, qui n'a plus rien de désert, mais tout de l'ombre et de la pluie. Et nos jets bavards, intelligents, adaptatifs et habitués à des conditions parfois drastiquement changeantes, les jets bavards donc ont été à la hauteur de l'épreuve. Ils se sont adaptés, encore et toujours, ils ont changé leurs habitudes sans avoir besoin d'attendre que l'évolution fasse son boulot. Mais toute l'intelligence, toute l'ingéniosité, toute la capacité d'adaptation de cette espèce n'ont rien pu faire face à un défi auquel les jets n'ont rien compris. Eux qui, habitués à vivre dans le désert, n'ont développé aucune résistance aux bactéries et aux maladies évoluant habituellement dans les forêts humides. L'espèce du penseur bavard est toute neuve, quelques milliers d'années tout au plus. Une espèce nouvelle-née, contrairement à la nôtre, qui depuis quelques centaines de milliers d'années a eu le temps d'apprendre suffisamment avant qu'un désastre n'éradique toute sa population. Mais nous aurions pu disparaître aussi. Pour 99% de l'existence de notre espèce, si une météorite suffisamment grosse avait frappé la Terre, nous serions tous morts. Si un virus suffisamment agressif s'était répandu parmi nos populations, nous serions tous morts. On pense d'ailleurs que ça a failli arriver il y a quelques 900 000 ans, une période durant laquelle l'espèce humaine n'aurait plus compté qu'à peine plus de 1200 individus, potentiellement à cause du climat. Mais si, aujourd'hui, nous avons les armes pour contrer au moins partiellement ce genre de problème, ce n'est pas grâce à notre génie, c'est grâce, simplement, à la chance. Sans elle, sans le temps qu'elle nous a laissé pour nous développer et penser et trouver, nous aurions pu disparaître face à une menace que nous n'aurions peut-être même pas comprise. Bref, la chance. Une chance que n'ont pas eu nos jets penseurs, qui, un à un, groupe après groupe, sont morts. Il ne reste plus que celui-ci, tout en haut de son arbre, le dernier survivant, la tête pleine de questions. À ses côtés se trouve une femelle d'une branche similaire mais pas identique à la sienne, auprès de laquelle il a trouvé refuge. Il peut profiter de la chaleur de sa présence, de la beauté de ses appels, du confort de son groupe, mais ses capacités cognitives n'en restent pas moins nettement plus élevées que celles de ses nouveaux compagnons. Le dernier représentant d'une espèce géniale mais disparue. Des pensées plein la tête, sur ce qu'il est, d'où il vient, sur la vie, la mort, le sens. Des questions auxquelles il ne trouvera jamais de réponse. Le monde n'en a pas laissé l'opportunité à son espèce. En parcourant les millénaires sur Serena, on fait la rencontre de créatures de plus en plus différentes, parfois presque absurdes d'aspect, et qui peuvent nous sembler, au final, un peu tirées par les cheveux. Quand on regarde ce machin, ou celui-ci, ou celui-là, on se dit que c'est une jolie expérience de pensée, mais que Serena n'est malgré tout rien de plus qu'un excès de créativité de son auteur, qui s'amuse à accentuer des déviations génétiques trop importantes pour être réaliste. Et puis, on se souvient finalement que c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. En fait, sans même parler des ancêtres communs aux primates ou aux mammifères, il s'est même passé chez nous nettement plus impressionnant, puisqu'il a existé, il y a 3 à 4 milliards d'années sur Terre, l'une des créatures appelée Luca, l'ancêtre commun de toutes les formes de vie qui peuplent notre planète aujourd'hui. Toutes. Ce petit machin dans sa flaque, c'est l'ancêtre de toute la vie qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'ancêtre des bactéries, des archées, des protistes, c'est l'ancêtre de tous les champignons. C'est l'ancêtre de toutes les plantes. C'est l'ancêtre, enfin, de tous les animaux. De l'iguane marin des Galapagos et des pinsons qui laissent retirer leurs tiques,
du tardigrade, microscopique, quasiment indestructible, qui entre en cryptobiouse pour survivre aux températures extrêmes, aux radiations et même au vide spatial, de la baleine et du requin, descendus d'ancêtres radicalement différents mais devenus des créatures aux très nombreuses similarités, de l'axolote, doté d'une capacité de régénération hors du commun, qui peut repousser des membres, sa moelle épinière et même des parties de son cerveau, du coucou gris, qui, déposé par sa mère dans le nid d'un autre oiseau, se débarrasse de sa compétition, du serpent volant, de la seiche, de la crevette menthe, du faucon pèlerin, de l'éléphant, du chimpanzé, de l'humain. Notre ancêtre, et l'ancêtre de toute la vie qui nous entoure, c'est ce petit bout de machin flottant, qui a évolué exactement de la même manière que les créatures de Serena, en s'adaptant à des contraintes différentes. Où que nous soyons, quelle que soit l'étrangeté des formes de vie qui nous entourent, nous ne sommes entourés que de cousins éloignés. Et ce concept, il est déjà agréable à manipuler intellectuellement. En tant qu'idée, c'est plaisant. Mais là où ça devient vraiment magique, c'est quand on arrive à le ressentir. Ne pas simplement le comprendre avec la tête, mais aussi avec le corps. Vous pouvez essayer, peu importe l'endroit, une chambre, un métro, une rue, un jardin, un balcon. Regardez, voyez les formes de vie qui vous entourent et essayez d'en faire l'expérience avec le corps. Un chat sur un trottoir, un chien sur son coussin, une mouche au plafond, une araignée dans un coin de pièce, une limace sur le goudron, un papillon sur une fleur, et puis la fleur, un arbre, un brin d'herbe. Regardez-les pour de vrai et ressentez avec le corps que la seule chose qui vous différencie, c'est que vos ancêtres ont suivi des chemins différents. Mais qu'en remontant assez loin, nous avons absolument tous le même papy. Nous ne sommes entourés, littéralement, que des membres de notre gigantesque famille.